Retour de l'AFC avec notre plateau qui n'a pas changé. Monsieur Éloi Bouillot-Gonchang, directeur de Carral de foot et sport management et agent de joueur, est toujours avec nous. Je vous rappelle que c'est un ancien gardien de but. Vous voyez bien ses épaules sur les écrans. Et puis il y a aussi Yannick Salomon qui nous accompagne, directeur de la Foot Academy, qui va nous expliquer un peu le travail qu'il fait en Europe vis-à-vis de l'Afrique. Et puis Joël Monlouis qui est toujours là, fidèle au poste. Bonsoir Joël. Les internautes tout de suite. Et oui, il faut penser à ceux qui nous regardent et ils sont très très nombreux un peu partout dans le monde. Alors la question justement, quelle équipe qui pourra accompagner le Nigeria et l'Égypte à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Facebook Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier jingle tout d'abord. Alors, nous allons parler du groupe D de ces éliminatoires du mondial, Zone Afrique, un groupe D qui est très indécis. Le Sénégal sera en pole position. Nous verrons pourquoi après ce sujet de la rédaction d'Africa 24. Après la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018, le classement du groupe D a connu plusieurs évolutions. Le Sénégal a récupéré la première place devant le Burkina Faso et le Cap-Vert est passé de la seconde à la 3e place. Les Lions de la Teranga sont venus à bout du Cap-Vert à Praia le 7 octobre sur le score de 2-0 et le Burkina Faso a été battu en Afrique du Sud par 3-1. Lors de la dernière journée prévue en novembre 2017, le Sénégal recevra l'Afrique du Sud à Dakar et le Burkina Faso se déplacera au Cap-Vert. À rappeler que l'Afrique du Sud rejouera son match invalidé par la FIFA contre le Sénégal le 10 novembre à Polokwane. Avec le goal différence et le nombre de points au compteur, le Sénégal est bien parti pour se qualifier pour la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Pour conserver toutes leurs chances, les poulains d'Aliou Cissé devront remporter au moins l'une de leurs prochaines rencontres. Eh oui, il faudrait qu'il l'emporte. Alors, nous allons voir tout de suite le tableau du groupe D avec le Sénégal qui passe en tête avec 8 points. Deuxième, le Burkina Faso, 6 points. Troisième, le Cap-Vert, 6 points. Et quatrième, l'Afrique du Sud avec 4 points sur ce tableau. Et puis, bien sûr, si le Sénégal gagne ses 2 prochains matchs, il valide son ticket pour la Russie. Et s'il perd ses 2 prochains matchs, et le Burkina Faso et le Cap-Vert gagnent, l'un ou l'autre ira à Moscou. Alors, nous allons ouvrir le débat tout de suite. Alors, messieurs, madame, quel regard avez-vous sur ce groupe, justement, ce groupe D, où le Sénégal est passé en tête? Tout d'abord, monsieur peut-être Éloi, vous voulez intervenir parce que vous suivez de près ce qui se passe. Hein. Oui, je suis de très près ce qui se passe. C'est que quoi le Burkina était déjà en tête lors des 3 ou 4 premières journées. Et après, il y a eu ce match qui a été annulé entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Le Sénégal par la FIFA. Et voilà, ça fait que les cartes ont été remboursées. Mais d'autre part aussi, il y a la faute au Burkina Faso qui a perdu contre l'Afrique du Sud. Tout à fait. Alors que voilà, ils avaient les cartes en main. Comment est-ce que vous pouvez perdre un match contre une équipe qui n'a pas gagné les autres? Donc ils n'ont pas su saisir des chances. Ils peuvent s'en prendre aux TAS ou bien aux délégations de la FIFA à la TAS pour jouer ce match. Mais je me dis que la problématique c'est au niveau même du Burkina qui n'a pas su saisir sa chance en gagnant ce match qui était à leur portée. Exactement, mais il y a une petite polémique, M. Salomon. On dit que France-Irlande n'a pas été rejouée à cause de la main justement de Thierry Henry. On se souvient, et on fait rejouer justement Afrique du Sud, Sénégal. Pas beaucoup il n'y a pas une certaine injustice? Il y a toujours une injustice quand un but est marqué de manière illicite. Maintenant, la vidéo aussi qui était défendue peut être un élément important pour amener des solutions sur des événements qui sont d'une telle importance. Il y a énormément d'enjeux. Je pense que l'erreur est humaine et l'arbitre, en fonction de son positionnement, ne peut pas tout voir. Et je pense qu'il faut s'y pencher sérieusement. Oui, Joël, vous qui êtes avocate, vous suivez de près les affaires du football. Quel est le rôle justement du TAS, le tribunal arbitral du football?
Alors, le rôle du TAS, qui est une instance, on va dire, qui vient au-dessus des autres instances existant dans le sport, a un rôle transversal. C'est-à-dire qu'elle vient pour le sport et pas simplement pour le football, pour tout le sport. Et elle a été créée récemment, en 1984, pour pallier à un manque. L'idée, c'est d'avoir une instance indépendante qui connaît le sport et qui va pouvoir rendre des décisions dans l'intérêt du sport de façon rapide et avec des coûts maîtrisés. Donc c'était vraiment ça l'objectif. Et finalement, le TAS, on va dire, a schématiquement deux leviers pour ce faire. D'une part, rendre des décisions arbitrales qui ont la même force exécutoire qu'une décision qui est rendue devant n'importe quelle juridiction ordinaire. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, quand c'est possible, c'est de faire de la médiation, c'est-à-dire aider deux parties qui ont au départ un intérêt convergent à se mettre d'accord et à trouver une solution. Dans notre cas présent, ce qui est un petit peu compliqué, et je peux comprendre le Burkina Faso, c'est le moment, et finalement c'est sur cette position qui se cristallise, c'est-à-dire que la décision de rejouer intervient au mois de septembre, alors que dès le mois de mars 2017, l'arbitre était sanctionné et ne pouvait pas, avait une interdiction de toute activité dans le monde du football. Donc c'est autour de ça finalement qui se sont un petit peu cristallisés en disant on ne comprend pas pourquoi finalement cette décision intervient aussi tard. Ça c'est la première chose, avec derrière la suspicion de pourquoi, à qui profite le crime. Donc là je ne donne pas mon point de vue, je fais que transcrire finalement ce que pense le Burkina Faso. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi l'un de leurs arguments, c'est de dire que ce n'était pas la bonne instance qui a pris la décision, et c'est sur ces bases qu'ils ont décidé donc de faire appel au TAS pour pouvoir rejouer leur chance, parce qu'ils se rendent compte justement que le Sénégal est en bonne position pour passer devant et s'asseoir et finir en tête de ce groupe D. Et alors avant d'enchaîner, quels sont justement les litiges qui sont portés devant le TAS? Vous parliez de toutes les disciplines qui sont toutes les disciplines. Exactement. Sont concernées. Il faut juste qu'il y ait un rapport avec le sport, que ce soit un lien direct ou indirect. Ça peut aller du sponsoring au dopage, aux problématiques comme on a vu, dont on discute. Vous avez dit que ça ne concerne pas que le football? Tout le sport. Tout le sport en général. Tout le sport, pas que le football. Ça peut être l'athlétisme, la boxe, le cyclisme, etc., etc. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, là effectivement, la boîte de Pandore a été ouverte et les réclamations, notamment dans le football africain, pour demander à ce qu'un match soit rejoué suite à une approximation de l'arbitre, non seulement vont pleuvoir, mais commencent déjà à pleuvoir. Comme vous dites dans votre jargon, c'est une jurisprudence alors? Ça peut faire l'objet d'une jurisprudence. C'est le cas. À partir du moment où une décision a été rendue, c'est sur cette base-là que d'autres fédérations vont saisir les instances concernées pour pouvoir, en considérant bien évidemment qu'ils se trouvent exactement dans la même situation. S'ils sont exactement dans la même situation, ils considèrent que c'est la même règle qui doit s'appliquer. Sinon, on a effectivement une problématique d'inégalité. Et c'est là où, après, c'est des problématiques d'appréciation, mais effectivement, la boîte de Pandore a été ouverte. D'accord. Vous avez pris votre temps de parole, donc vous allez parler moins dans les prochaines interventions. Donc, nous allons, avant de vous retrouver, messieurs, retrouver les élections, justement, à la Fédération sénégalaise de football. C'est M. Augustin Senghor qui a été réélu, justement, et la Diaye était sur place. Regardez son résumé. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a été réélu le 13 août pour un troisième mandat de 4 ans. En poste depuis 2009, le candidat sortant a obtenu 260 voix contre 151 pour Mbaye Diouf Dia au deuxième tour de scrutin. Les avis de la population sénégalaise sont mitigés sur sa réélection. Maître Augustin Senghor ne pouvait pas manquer de briguer un troisième mandat et je pense bien que l'équipe nationale de football aura du succès sous cette mandature. Ce que je déplore, c'est qu'il a été réélu, mais sur quelle base? C'est la base d'un fichier qui devait être revu
mais qui ne l'a pas été, ou du moins les gens l'ont su, qu'à 24 heures avant les élections. Et c'était déjà trop tard. Après des contestations et échauffourées liées à la fiabilité du fichier et à des suspicions de fraude, le vote s'est déroulé sous la supervision du président de la Fédération mauritanienne de football, émissaire de la CAF, dont il est membre du comité exécutif et président de la commission juridique. Et pour les acteurs, Maître Augustin Senghor devrait s'attaquer aux priorités du football sénégalais. La priorité, c'est de donner les moyens au football. La priorité, c'est les moyens au football parce que les clubs sénégalais traînent le diable par la queue. Le football amateur souffre. Les écoles de football sont abandonnées à elles-mêmes. Donc Augustin doit obligatoirement mettre en place un plan marketing pour obtenir de l'argent, ce qui lui permettrait de faire face aux demandes des équipes, mais également mettre en place un système pour que nos équipes puissent continuer à se qualifier régulièrement comme elles le font en phase finale de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde. Et aussi tout mettre en œuvre pour avoir une équipe capable en 2019 d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations que le peuple attend depuis 60 ans et qui tarde à venir. Et puis juste un petit regard sur le tableau du dernier championnat du Sénégal que vous allez voir avec Génération Foot qui a terminé en tête devant Guédia Royer, 3e Zambars et 4e Jaraf, 5e Casa Sport. Comme vous le voyez, Gorée a terminé à la 3e place. Nous allons retrouver maintenant nos invités, M. Éloi Bouyo Gonchong et M. Yannick Salomon. Alors, quelle opération menez-vous justement en faveur de l'Afrique? Oui, donc comme je l'ai dit, je suis agent sportif, je suis le directeur de Carrette Sport, Carrette Foot et Sport Management. Et donc, moi, je travaille particulièrement avec les joueurs africains et beaucoup de jeunes joueurs. Donc, dans un premier temps, j'ai des clubs partenaires comme à Bochum, comme à Dortmund, comme à Hambourg et aussi à Düsseldorf, ma ville d'où j'ai étudié. Donc j'ai de bonnes relations avec des clubs là-bas. Généralement, vous envoyez beaucoup de joueurs en Allemagne, beaucoup de joueurs africains? Voilà, pour qu'ils partent passer les tests. Mais bon, le football allemand est souvent tellement très exigeant que sur les 100 joueurs que j'ai envoyés... 100 joueurs? Ouais, dans les 4 dernières années, c'était beaucoup de joueurs quand même. Donc voilà, ils viennent souvent de l'Afrique et ils viennent également de l'Europe, de la France. Comme dernièrement encore, 2 sont partis. Monsieur Éloi, permettez-moi de vous poser la question. S'ils échouent, qu'est-ce qu'ils deviennent? S'ils échouent, moi je les conseille rentrer et travailler encore plus. Travailler en équipe associée. Il y a une question d'âge pour les faire venir, vous? Disons que oui, moi je travaille généralement avec des joueurs qui ont entre maximum 20 ans. Parce que voilà, on se dit dans le football allemand que après 20 ans, il n'y a plus moyen de faire jaillir le talent qu'il y a dans le joueur et puis de le faire exploser pour d'autres perspectives. Donc ça fait que tout d'un coup, tous les clubs références avec lesquels je travaille, ils demandent toujours 17, maximum 20 ans. Joël, vous voulez? Petite question sur les 100 joueurs envoyés en Allemagne. Combien ont pu en faire leur métier? Il y a peut-être seulement 3 qui ont reçu. Et pourquoi 3? Pourquoi si peu, justement? Vous les choisissez mal? Non, ce n'est pas que je les choisis mal. La première, c'est que je travaille avec... il y a des gens en Afrique qui travaillent pour moi. On vous envoie n'importe qui? Non, j'ai quand même... Vous n'avez pas des vidéos? Vous regardez pas la vidéo, aujourd'hui, tout le monde peut faire une bonne vidéo, vous savez. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas important. Tout le monde peut faire une bonne vidéo. J'ai des gars qui travaillent sur le terrain pour moi, qui se déplacent dans des académies, dans des centres, et puis qui regardent est-ce que celui-ci est bon, ou bien aussi des joueurs qui sont confirmés, souvent en première division, par exemple au Cameroun ou au Nigeria, ou même au Ghana. Et c'est des gars qui jouent en première division, mais après, quand on les fait venir, passer les tests, bon, les conditions, je ne sais pas, ou bien c'est le changement climatique, ou bien c'est la peur, mais généralement... Bon, c'est très difficile. C'est très difficile. On va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais aussi donner la parole à M. Yannick Salomon. Monsieur Salomon, vous êtes basé quelque part en France, et puis vous êtes là pour aider les entraîneurs à progresser et à devenir de vrais entraîneurs, comme ceux qu'on retrouve, comme les Européens et ceux du monde qu'on retrouve quelquefois en Afrique. Dites-nous exactement comment ça se passe. Oui, tout à fait. C'est un des concepts que l'on peut mener à la demande de structures venant d'Afrique notamment. J'ai eu l'occasion de me déplacer au Bénin pour intervenir auprès du club du 11 créateur qui m'avait demandé de venir aider, accompagner les éducateurs du club. Mais c'est aussi la possibilité, comme je l'ai fait en me déplaçant en Guinée, à la demande d'un agent, M. Barry, pour évaluer des joueurs d'une académie du FC Séquence, dont le président est Lapé Bangoura, le sélectionneur actuel de la Guinée, avec pour objectif de venir donc en France sur ma structure, après évaluation bien sûr et certitude du potentiel,
pour que je puisse mettre en place une tournée et des matchs organisés contre soit les centres de formation français en fonction de l'âge, les réserves professionnelles. Et donc c'est le travail voilà, qui est le mien. Monsieur Mbouyo parle d'un pourcentage de réussite. Tout dépend effectivement aussi de l'évaluation, mais surtout de la capacité à s'acclimater au football européen. Est-ce que les Africains ont des potentiels, les mêmes potentialités que les autres? Ils en ont déjà peut-être plus que nous, Européens. Ils sont tous les jours dans la rue avec un ballon dans les pieds. Nous, nos enfants, ils ont moins d'espace. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse voir des Africains partout à la tête d'une équipe africaine? Mais c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est en fait l'encadrement, la formation des cadres, de l'école de foot à la préformation, à la formation jusqu'aux équipes seniors, pour que ces joueurs, lorsqu'ils viennent en France, lorsque j'ai fait mon travail, que je me suis déplacé au pays, que je les prépare et je leur donne la possibilité d'arriver en France dans les meilleures conditions pour pouvoir exploiter leur potentiel. J'aurai un dernier mot rapide et nous remettons l'antenne. Je rebondirai sur ce que Salomon et Éloi viennent de dire. Il y a deux choses qui sont très importantes. La première des choses, ce sont les opportunités. Effectivement, quand on est dans le continent, on n'a pas les mêmes opportunités qu'un jeune qui est en Europe et qui a un club pro qui peut être là, qui va voir, qui va dire tout de suite « Ah, lui, il m'intéresse, on va le récupérer ». Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est le changement climatique. Effectivement, il y a... ou en tout cas, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un sas pour permettre aux sportifs de s'acclimater à l'Europe, à la manière de manger et surtout au climat. Et trop souvent, on les prend, ils arrivent, ils descendent de l'avion, allez hop, mets-toi sur le terrain et performe. Ok, effectivement, dans ces conditions, c'est pas possible. C'est très intéressant, on y revient si on a le temps dans la troisième partie de cette émission. Nous allons parler des jeunes, nous partirons en Inde. À tout de suite après la pause.